Tu fais sûrement cette erreur et elle détruit totalement la qualité de ce que tu écris avec l'IA. Tu ouvres ChatGPT, tu tapes un prompt comme « Écris-moi un article incroyable » et tu espères un résultat parfait. Résultat, un texte plat, générique, oubliable. Et ce n'est pas parce que l'IA est limitée, c'est parce que ta méthode est mauvaise. Dans cette vidéo, je vais te révéler une approche que 99% des utilisateurs ignorent totalement, une méthode utilisée par les experts. Pour transformer l'IA en véritable machine à écrire du contenu puissant, structuré et impactant. On parle ici de comment saucissonner tes prompts pour contrôler l'IA comme un pro. Pourquoi un seul prompt égale contenu médiocre et comment produire des textes dignes d'un expert, même sans être écrivain. Et attention, ce que tu vas découvrir peut littéralement changer ta manière de travailler avec l'IA pour toujours. Imagine, créer des contenus ultra performants, des scripts YouTube captivants, des articles puissants, sans jamais repartir de zéro. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te montrer la méthode complète en 5 étapes et surtout le piège invisible. Si tu veux maîtriser l'intelligence artificielle comme un expert, abonne-toi maintenant à Expertise AI, active la cloche et rejoindre une communauté qui comprend vraiment comment exploiter ces outils. Parce qu'ici, on ne subit pas l'IA, on la maîtrise. Si on s'imagine qu'il suffit d'ouvrir une fenêtre de discussion, de taper un truc du genre écris-moi un article brillant sur le futur de la finance et d'appuyer sur Entrée pour obtenir un chef-d'œuvre, on commet la plus grande erreur de l'ère moderne. Ah oui, complètement. C'est l'erreur classique. Et c'est d'ailleurs une confusion qu'on retrouve hyper souvent dans les commentaires des fidèles abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à saluer chaleureusement cette communauté incroyable. Ouais, un grand merci à vous. Franchement, c'est grâce à vos retours constants, à votre loyauté, qu'on peut creuser ces sujets en profondeur. Et pour les personnes qui nous découvrent tout juste à travers ce décryptage, la meilleure chose à faire, c'est de s'abonner immédiatement à la chaîne Expertise AI pour rejoindre cette réflexion collective. C'est le meilleur endroit pour ça, oui. Exactement. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer une masterclass particulièrement dense, issue des travaux de Ludo Salen. Et on va se concentrer exclusivement sur les étapes essentielles pour écrire efficacement avec l'intelligence artificielle. Les vraies fondations, quoi. Voilà, et quand on parle d'écriture ici, ça va du simple image de prospection jusqu'à l'élaboration d'un roman de 300 pages. C'est colossal comme ambition, mais j'ai un doute fondamental en fait. Est-ce que confier son clavier à un algorithme, c'est pas tout simplement renoncer à être un auteur? Alors ça, c'est la première barrière mentale qu'il faut détruire. Et c'est exactement par là que la masterclass commence. Le changement de paradigme, il est profond, mais super subtil. L'intelligence artificielle ne remplace en aucun cas l'auteur. Jamais. Non, jamais. L'objectif de cette méthode, c'est vraiment pas de trouver un prompt magique, tu sais, la phrase miracle qui ferait tout le travail à notre place. La vraie puissance de ces outils, elle se révèle dans un processus ultra rigoureux. Un truc itératif, où la responsabilité éditoriale reste 100% humaine, du premier au dernier mot. Donc, on garde vraiment le contrôle. Complètement. Pour le dire simplement, l'intention, le sens, la stratégie de fond, c'est l'humain. Et l'exécution technique, l'assemblage des mots, ça, c'est la machine. Bon, alors décortiquons un peu ça, parce que la source est unanime sur l'erreur fatale des débutants. Celle dont on parlait à l'instant, le fameux prompt unique. Pourquoi est-ce que ça produit systématiquement du contenu médiocre ou au mieux un truc hyper générique? En fait, parce qu'un modèle de langage n'a pas de vision globale. Il n'a aucune intention intrinsèque, tu vois. C'est un moteur de prédiction statistique prodigieux, certes, mais il le devine juste le mot suivant. Exactement. Donc si on lui demande de rédiger 1000 mots d'un coup, sans aucune balise, il va suivre le chemin de la moindre résistance. Ah ouais. Il va utiliser des structures de phrases vues et revues, des transitions un peu clichés, et surtout, il va complètement perdre de vue le but précis du texte. Et c'est pour contrer ça que la masterclass met en avant un concept clé, le chaînage de prompts. Le fameux prompt chaining. Voilà. Ou ce que la source vulgarise sous un terme très parlant, saucissonner le process. Saucissonner le process. J'adore cette expression, je vois très bien l'image. Donc, au lieu de demander le texte final en bloc, on demande des petits morceaux successifs. C'est ça. Mais concrètement, comment on découpe la création d'un article ou d'une newsletter de manière pro ?
Alors, la source propose une méthodologie implacable en 5 étapes bien distinctes. La toute première, c'est de clarifier. Ok, Et à ce stade, attention, on ne demande même pas à l'IA d'écrire une seule ligne destinée au public. On s'assoit virtuellement avec la machine et on définit le projet, le public cible, le niveau d'expertise qu'on attend. on pose vraiment les bases, quoi. C'est ça. L'intention de recherche, on s'assure que l'IA a parfaitement compris le contexte. Donc en gros, on règle d'abord le GPS avant même de mettre le contact. C'est une super métaphore, exactement. Ensuite, la deuxième étape, c'est structurer. Et là encore, on ne rédige pas. Toujours pas. Toujours pas. On exige de l'IA un plan détaillé. On veut voir la progression logique, les grands titres, les sous-titres et tous les arguments qui seront abordés dans chaque section. Parce que si le plan s'effondre, Le texte sera illisible, peu importe la beauté de la plume. C'est vital. d'accord. Et donc j'imagine que c'est seulement la troisième étape qu'on lance la vraie écriture? Voilà la phase rédigée. Mais la subtilité du saucissonnage prend tout son sens ici. On lui dit pas « allez, écris tout le plan ». Ah bon? On fait comment alors? On lui demande de rédiger l'introduction. Juste ça. On valide. Ensuite, on lui demande de rédiger la partie 1. On valide. On avance vraiment pas à pas. C'est de la dentelle en fait. Et ensuite, il reste 2 étapes selon la source. C'est quoi? La quatrième, c'est enrichir, parce que le premier brouillon brut est souvent un peu froid, un peu sec. C'est le moment d'ajouter des preuves, des études de cas, des exemples bien tangibles, et c'est là qu'on applique la voix de la marque. D'accord, on lui donne un peu d'âme. C'est ça. Et enfin, la cinquième étape, c'est relire. On utilise des grilles de qualité hyper strictes pour s'assurer que le contenu final répond parfaitement aux objectifs initiaux. Franchement, cette méthode, ça me fait penser à une analogie assez concrète. Je t'écoute. La mauvaise approche, le prompt unique, c'est comme un cuisinier amateur qui prendrait un paquet de farine, des œufs entiers avec la coquille, une motte de beurre, du chocolat, et qui balancerait tout ça en même temps dans un four allumé en priant pour qu'un gâteau parfait en ressorte. C'est exactement ça le désastre. Alors que la bonne méthode, le saucissonnage, c'est de respecter la recette à la lettre. On pèse d'abord les ingrédients, ça c'est clarifié. On prépare les moules, ça c'est structuré. On mélange étape par étape, ça c'est la rédaction. Et enfin, on ajoute le glaçage, on enrichit. C'est une super image. Mais je dois me faire l'avocat du diable une seconde. Diviser un simple article de blog en 5 étapes, de dialogue avec une machine, au final, est-ce que ça prend pas plus de temps que de l'écrire soi-même en partant d'une page blanche? C'est une objection ultra légitime et on l'entend très souvent. Sur le tout premier article, oui, clairement, ça prendra probablement autant de temps. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais le gros avantage de cette méthode, c'est la montée en compétences. Et la consistance. En gardant la main sur chaque micro-étape, on évite ce phénomène catastrophique de devoir jeter et réécrire entièrement un texte généré parce que l'IA est partie en vrille dès le deuxième paragraphe. C'est vrai que ça, c'est hyper frustrant, hein. En saucissonnant, tu gardes le volant. Tu demandes au moteur d'avancer juste jusqu'au prochain carrefour. Et une fois qu'on maîtrise ce flux de travail, la vitesse de production devient exponentielle, tout en garantissant un niveau de qualité qu'un prompt unique ne pourra jamais atteindre. Bon, d'accord, la rigueur prime, c'est noté. Mais alors, une autre question très technique se pose. On a cette méthode en 5 étapes, on a notre recette. Est-ce qu'on fait tout ça avec le même ustensile? Enfin, est-ce qu'on reste sagement sur la même interface du début à la fin? Absolument pas. Et c'est là que la masterclass devient vraiment pointue. Elle insiste sur ce qu'ils appellent la synergie des outils. Le principe, il est basique, la bonne intelligence artificielle pour la bonne tâche. Ouais, parce qu'elles ne se valent pas toutes. Exactement. Tous les modèles ne sont pas construits pareil et ils ne brillent pas du tout dans les mêmes domaines. Et ça, c'est un point sur lequel les passionnés de notre communauté expérimentent énormément. Je glisse d'ailleurs un immense merci aux abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI. Ils sont hyper actifs là-dessus. Carrément. C'est en lisant vos nombreux commentaires, vos débats passionnés sur les comparatifs de ces différents outils qu'on se rend compte à quel point c'est crucial de ne pas s'enfermer dans un seul logiciel. Alors c'est quoi cette combinaison gagnante? Cette espèce de trinité décrite dans les documents? Alors, la source répartit les rôles de manière quasi militaire. Le premier pilier, c'est ChatGPT. Dans ce processus, il est considéré comme le chef de chantier. Le chef de chantier, d'accord? Ouais, il possède une capacité d'analyse logique redoutable, ce qui le rend exceptionnel pour les 2 premières étapes qu'on a vues, clarifier les idées complexes et structurer un plan blindé. Il organise le chaos, quoi. Voilà, c'est l'outil qui va déconstruire notre pensée de départ pour en faire une arborescence parfaite. Très bien.
pour le chef de chantier. Et ensuite, Ensuite, on a une option très intéressante avec Gemini. La source le décrit plutôt comme le créatif de la bande, mais surtout comme le à chercheur. cause de l'accès à Internet, Exactement, grâce à son intégration profonde et en temps réel avec le web, Gemini, c'est l'outil parfait pour croiser des données, aller chercher des sources ultra récentes ou injecter un angle d'approche un peu latéral, un storytelling inattendu. génial. Et le troisième outil alors? C'est Claude. Et sur ce point précis, les auteurs de la masterclass sont catégoriques. Claude est de loin la meilleure plume. Ah ouais, carrément. Oui, c'est l'outil qu'il faut privilégier pour l'étape de rédaction finale et d'enrichissement. Il a une compréhension des nuances linguistiques et une fluidité de style qui surpasse souvent les autres. Il est plus naturel en fait. Beaucoup plus. Il fait nettement moins de phrases stéréotypées ou de, tu sais, ces répétitions mécaniques insupportables. Mais là, moi, il y a un paradoxe qui me saute aux yeux. Vas-y. Si je prends mon idée de départ, que je la fais structurer par ChatGPT, que j'ajoute des idées trouvées par Gemini et que je fais rédiger le tout par Claude, je fais passer mon texte dans 3 cerveaux artificiels différents. Le risque, c'est pas d'obtenir une espèce de bouillie infâme. Enfin, est-ce qu'on va pas perdre la moindre trace de personnalité pour se retrouver avec un texte parfaitement structuré, certes, mais d'une tiédeur absolue? Complètement lisse et sans âme. Je te rassure, c'est la plus grande crainte de tous les créateurs de contenu aujourd'hui. Et c'est ce qui est fascinant dans cette approche, la source démontre que c'est exactement l'inverse qui se produit. Ah bon? Ouais, croiser les intelligences artificielles, c'est en réalité le meilleur antidote contre les biais algorithmiques. Attends, comment ça? Casser la machine avec la machine? C'est exactement ça. Chaque IA possède ce qu'on appelle un ton par défaut. ChatGPT, par exemple, il a une fâcheuse tendance à utiliser des structures de phrases en balancier. Tu sais, du style non seulement ceci, mais aussi cela. Ah oui. Ou terminer par « en fin de compte, il est crucial de… » Voilà, c'est ce qui rend un texte d'IA si grillé d'avance. Mais en prenant le brouillon ultra structuré de ChatGPT et en forçant Claude à le réécrire, on casse ces schémas algorithmiques natifs. Les IA se challengent entre elles. C'est malin? Le contenu final devient beaucoup plus nuancé, plus robuste et paradoxalement beaucoup moins stéréotypé que si on avait utilisé un seul outil de A à Z. Ok, c'est stratégie brillante, pour éliminer le côté robotique. Mais bon, même si on enlève le style machine, ça ne donne pas pour autant mon style à moi. C'est vrai. Comment on fait pour que le texte final sonne comme s'il sortait vraiment de mon propre clavier? La masterclass affirme qu'il est possible d'apprendre à l'IA à parler avec notre voix. Ils appellent ça « cloner sa plume ». Mais techniquement, comment on réalise cette magie noire? Il n'y a pas de magie, il n'y a que de l'ingénierie inversée. La méthode se déploie en 4 étapes pour construire ce qu'ils nomment une voix de marque. La première étape, c'est de fournir la matière première. C'est-à-dire? On ne demande rien à l'IA, on lui donne à lire, on lui fournit plusieurs de nos propres articles ou des emails qu'on a écrits ou même des textes d'auteurs dont on admire profondément le style. Donc, on gave la base de données avec nos meilleures pièces. Et ensuite? La deuxième étape, c'est l'analyse inversée. C'est vraiment le point de bascule. On donne une consigne du type « agis comme un linguiste expert ». Analyse ses textes et dresse une fiche technique exhaustive du style de l'auteur. Oh wow! L'IA va alors décortiquer des éléments qu'on fait souvent de manière totalement inconsciente, le rythme des phrases, la longueur moyenne, l'utilisation de la ponctuation, le niveau de familiarité. La densité émotionnelle? Exactement. Et même nos tics de langage. C'est vertigineux quand on y pense. C'est comme lui demander de faire une radiographie de notre cerveau d'écrivain, mettre des mots sur notre propre intuition. C'est tout à fait ça. Et une fois qu'on a cette fameuse radiographie, on passe à la troisième étape. On transforme cette analyse en consigne formelle. On intègre cette fiche technique dans notre document de référence, ou mieux encore, on l'utilise pour créer un GPT personnalisé ou un agent spécifique. Ah d'accord, comme ça c'est sauvegardé. Dès lors, à chaque fois qu'on lance une nouvelle rédaction, l'outil a notre ADN stylistique en mémoire cache. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'itération infinie. On teste, on affine cette consigne vocale, on ajuste le curseur d'humour ou de sérieux selon ce qui sort. C'est un sacré travail préparatoire de fond. Mais dans la masterclass, il y a une autre technique qui m'a encore plus surpris. On a vu comment l'IA peut écrire comme nous. Mais le document explique aussi comment l'IA peut critiquer notre travail. C'est la fameuse technique de l'avocat du diable. Oui. C'est quoi l'intérêt de faire ça à l'IA? C'est une étape de relecture ultime. Et franchement, elle est indispensable dans un contexte professionnel un peu complexe. L'idée, c'est de renverser le rôle de la machine. Elle n'est plus là pour produire, elle est là pour détruire. Pour détruire?
Enfin, pour tester la solidité, quoi. On va demander à l'IA d'adopter un persona antagoniste. Par exemple, si tu rédiges une proposition commerciale, tu demandes à l'IA agis comme le directeur des achats le plus cynique et le plus exigeant de ce secteur. Lis cette proposition et soulève toutes les failles logiques, les arguments faibles et les objections que tu pourrais formuler. C'est génial. C'est comme une simulation de crise, en fait. Ça me fait irrésistiblement penser à une partie d'échecs où l'on forcerait un super ordinateur à jouer contre ses propres pièces, uniquement pour qu'il nous expose brutalement toutes les failles de notre stratégie. Exactement. Et ça, avant même qu'on ait touché à l'échiquier réel. On utilise sa puissance d'analyse mathématique pour blinder notre raisonnement humain. L'analogie des échecs est parfaite, surtout pour les documents très sensibles. Pense aux documents juridiques, aux offres d'emploi complexes ou à la gestion de crise. L'IA va pointer les ambiguïtés, souligner les passages qui pourraient être mal interprétés, mais attention, la boucle se referme toujours sur l'humain. C'est toujours nous qui décidons à la fin. Toujours. C'est l'humain qui fixe le cadre de la critique, qui reçoit les listes des objections et qui prend la décision souveraine de modifier le texte ou de maintenir sa position. La machine éclaire les angles morts, mais c'est l'auteur qui tient le volant. C'est un processus fascinant. On comprend très bien comment cette méticulosité garantit un article de blog de haute volée ou un email à fort enjeu. Mais la masterclass va beaucoup plus loin et fait une promesse qui m'a semblé, pour le coup, vertigineuse. Concernant les livres, Ouais. Elle affirme que cette même méthodologie permet de passer à l'échelle pour écrire un livre entier, un roman de plusieurs centaines de pages. Et là, j'avoue que je suis extrêmement sceptique. je te comprends. Maintenir une intrigue complexe, faire évoluer des personnages, garder une cohérence narrative sur une telle distance, est-ce qu'une machine finit pas par s'effondrer sous le poids d'un tel projet? Ton scepticisme est totalement justifié. Et d'ailleurs, la source confirme que l'IA, laissée à elle-même, s'effondrerait très rapidement. Elle commencerait à halluciner, à oublier des personnages ou à créer des contradictions majeures. Bah oui, c'est inévitable. C'est pourquoi, pour l'écriture longue, la méthode exige de fournir une matière infiniment plus dense en amont. L'IA n'est pas l'architecte du roman, elle n'est que l'ouvrier spécialisé. D'accord. Le travail de l'auteur se concentre sur l'élaboration de ce que le document appelle les 6 catégories fondamentales et les 4 fondations. De quoi il s'agit précisément? Alors, avant même de demander à l'IA de rédiger la moindre phrase, l'auteur humain doit définir exhaustivement les 6 catégories. C'est le pourquoi profond du livre, le portrait psychologique du lecteur idéal, l'émotion centrale qui doit traverser l'œuvre, la transformation précise que va subir le lecteur ou le protagoniste. Entre la première et la dernière page, quoi. Voilà. Ensuite, la liste des scènes clés indispensables et bien sûr, la voix narrative dont on vient de parler. Wow. C'est déjà un travail titanesque. Et les 4 fondations, c'est quoi? Les fondations, c'est vraiment l'ossature technique du récit. Il faut détailler les personnages, et pas juste leur physique, leurs failles, leurs croyances limitantes, leurs objectifs. Ensuite, il faut définir l'univers, avec ses règles internes. Puis structurer la trame, l'incident déclencheur, les péripéties, le climax. Et enfin, définir la fonction mathématique de chaque scène au sein de l'arc narratif global. En écoutant ça, on se rend vite compte que l'image de l'écrivain qui sirote un café tranquillement pendant que l'IA écrit son best-seller à sa place, c'est un mythe absolu. Ah, totalement. L'humain fait tout le travail de conception dans l'ombre, tout l'intellect narratif. C'est la réalité de cette technologie. C'est seulement une fois que cette architecture massive, qui pèse parfois des dizaines de milliers de mois, est construite, que l'IA intervient. On utilise alors principalement Claude pour rédiger le texte final, chapitre par chapitre, en lui fournissant à chaque fois le contexte global et les contraintes spécifiques de la scène. On l'utilise comme un assistant d'exécution. Oui, un accélérateur. Et un super remède contre l'angoisse de la page blanche. Mais l'âme de l'histoire, la chair du roman, ça provient entièrement du vécu et du travail préparatoire de l'auteur. Ce niveau de complexité, cette nécessité de créer des bases de données narratives entières, ça explique parfaitement un autre point soulevé par la masterclass, le danger de l'isolement. La source insiste lourdement sur le fait qu'on ne peut pas réussir en bricolant seul dans son coin. Le domaine évolue beaucoup trop vite pour une seule personne. Tu sais, les mises à jour des modèles changent la donne chaque semaine. Et c'est pour ça que la source mentionne l'importance de rejoindre des cercles fermés, comme la communauté privée qu'ils appellent le QG de l'IA. Oui, tout à fait. Ils expliquent qu'avec ces formations en continu, ces modèles de prompt prêts à l'emploi, et surtout ces centaines de membres qui partagent le fruit de leurs expérimentations, c'est un accélérateur indispensable. Le document mentionne un accès autour de $49 par mois qui va sûrement augmenter.
Certainement. Mais sans même s'attarder sur l'aspect commercial, le concept central résonne profondément avec ce que nous connaissons. C'est l'essence même de ce que font les abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI au quotidien dans les commentaires. Partager les échecs, échanger les découvertes, confronter les méthodes. C'est clair. La maîtrise de la technologie artificielle passe de manière très ironique par une intelligence collective et un besoin de connexion profondément humain. Ce paradoxe est magnifique. Et ça nous amène au tout dernier piège identifié par la masterclass, particulièrement quand on s'attaque à des projets de grande envergure. C'est le danger de la suroptimisation. Ah, ça. Il faut impérativement, à un moment donné, savoir s'arrêter de prompter. Le perfectionnisme artificiel. Exactement, L'idée qu'on peut toujours faire mieux. exactement. C'est la nature même des modèles génératifs. Si tu donnes un texte déjà parfait à une IA et que tu lui demandes de l'améliorer, elle trouvera systématiquement quelque chose à modifier. Elle peut pas s'en empêcher. Non. Elle va reformuler une phrase, changer un adjectif, inverser de proposition. Mais les sources alertent sur un biais psychologique majeur. Au-delà de 2, voire 3 relectures avec la machine, la valeur perçue du texte par le lecteur humain final n'augmente plus d'un iota. Donc on rentre dans une boucle infinie de modifications purement cosmétiques. On perd un temps précieux à peaufiner des virgules algorithmiques, alors que l'essentiel du message est déjà là. La leçon finale de cette masterclass, c'est que le processus, le découpage, le choix des outils, tout ça est fondamental. Mais au bout du compte, l'acte d'écrire reste un acte de décision. Un choix humain. La matière première est viscéralement humaine. La responsabilité d'assumer le propos, que ce soit un email commercial ou la fin d'un roman, n'appartiendra jamais à l'outil, mais toujours à la personne assise derrière l'écran. Décortiquer cette masterclass, ça a vraiment été une révélation. Si on synthétise cette méthode redoutable, les grandes lignes directrices sont claires. D'abord, on oublie le prompt magique et on embrasse le saucissonnage. Clarifier, structurer, rédiger, enrichir, relire. C'est la base. Ensuite, on orchestre la synergie des outils. On confie les plans à ChatGPT, la recherche à Gemini et la plume finale à Claude pour casser la monotonie algorithmique. On prend aussi le temps d'extraire la fiche technique de notre propre style pour l'injecter dans la machine. Indispensable pour la voix de marque. Puis, on utilise l'IA comme le pire des critiques, avec l'avocat du diable, pour consolider nos arguments. Et enfin, on assume le travail titanesque de fondation si on veut passer à l'échelle d'un livre, tout en se méfiant du vertige de la suroptimisation. C'est un vrai passage de l'artisanat instinctif à la véritable ingénierie éditoriale. Et le résultat final justifie chaque étape de cet effort. On obtient des textes qui allient la vitesse d'exécution de la machine à l'âme et la précision de l'expert humain. Nous voici arrivés au terme de cette exploration approfondie. Avant de refermer ce dossier, je dois prendre un moment pour exprimer une gratitude immense envers tous les abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI. Un grand merci. Merci d'être là, merci de votre écoute attentive, de vos partages et de votre soif constante de comprendre ces outils. Vous êtes le véritable moteur de nos analyses. Et pour les personnes qui ont suivi cette discussion et qui ne sont pas encore abonnées, c'est le moment idéal pour corriger ça. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne Expertise AI. Rejoignez-nous. Nous avons encore d'innombrables frontières technologiques à explorer ensemble. Et croyez-moi, vous ne voulez absolument pas manquer les prochains sujets qu'on vous prépare. Et d'ailleurs, pour prolonger la réflexion au-delà de cette méthode de création, voici une petite question qui mérite qu'on s'y attarde. Oh, je sens la question piège. Un peu. Si collectivement nous appliquons ces processus à la perfection, si nous parvenons à entraîner les intelligences artificielles à reproduire avec une fidélité troublante nos voix, notre rythme, notre densité émotionnelle et même nos hésitations pour rédiger à notre place nos emails, nos mémos pro et nos propositions, Ouais. que se passera-t-il dans 5 ou 10 ans lorsque la majorité de nos correspondances se feront entre l'intelligence artificielle parfaitement clonée d'un expéditeur et l'intelligence artificielle d'un destinateur programmé pour lire, synthétiser et extraire l'essence du message? C'est fou d'imaginer ça. Dans ce grand théâtre numérique de la communication parfaite, qui parlera vraiment à qui? Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que l'IA ne fait pas le travail à ta place. Elle amplifie ta méthode, elle amplifie ta clarté, elle amplifie ton niveau. Et aujourd'hui, tu viens de comprendre une vérité que très peu de personnes maîtrisent encore. Ce n'est pas le prompt qui fait la différence, c'est le processus. Tant que tu continueras à tout demander en une seule fois, tu obtiendras des résultats moyens. Mais dès que tu commences à clarifier, structurer, rédiger étape par étape, enrichir et relire intelligemment,
Là, tu passes dans une autre dimension. Tu ne deviens plus un simple utilisateur de l'IA, tu deviens un architecte de contenu. Et maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu vas continuer à utiliser l'IA comme tout le monde ou commencer à l'exploiter comme un expert? Dis-moi en commentaire, quelle est l'erreur que tu faisais avant cette vidéo? Si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi à Expertise AI, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui utilise mal l'IA. Parce que la réalité est simple. Dans les prochaines années, ceux qui maîtrisent l'IA vont prendre une avance énorme. Et ceux qui improvisent vont rester bloqués. Alors fais le bon choix. On se retrouve dans la prochaine vidéo.